Bienvenue dans le journal des correspondants. L'édition d'aujourd'hui nous conduira tour à tour en Guinée, au Togo et au Cameroun. En Guinée, le président de la transition a adopté une nouvelle feuille de route pour les compagnies minières de bauxite. Désormais, ces compagnies devront transformer sur place le minerai. Mais cette décision, dans les faits, est-elle réalisable? Sagnon Kourouma, notre correspondant local, a posé la question à des spécialistes. Suivons plutôt. Avec 7,4 milliards de tonnes de bauxite, la Guinée est le deuxième pays producteur mondial de ce minerai derrière l'Australie. Malgré ses richesses naturelles, la Guinée reste cependant l'un des pays les plus pauvres du monde. Construire donc des raffineries pour un partage équitable des revenus, telle est l'injonction du président de la transition. Les compagnies minières sont donc contraintes à soumettre des propositions et un calendrier pour la construction des raffineries de bauxite sous peine de sanctions de la part des autorités du pays. La transformation de la bauxite en alumine va créer de la chaîne des valeurs. Pour cet économiste, l'idée en soi est bonne, mais la démarche est irréaliste. Pour une gente qui a fait un coup d'État, on ne sait pas la durée de la transition, on ne sait pas comment est-ce que ça peut finir. Dire à une entreprise brusquement, par la thérapie du choc, comme nous on le dit, de créer, de proposer un plan de financement, il s'ensuit que vous augmentez aussi ce facteur risque-là pour l'entreprise. Voyez-vous que l'incitation à faire l'investissement ne peut ou ne doit se faire que dans un climat de confiance. Une confiance quant à l'avenir, quant à ce qui va se faire, quant aussi à la réalisation et aussi à la pérennité de leur investissement. Si ce n'est pas le cas, ça devient une coercition qui peut avoir le revers de la médaille. Depuis 1963, la dizaine d'entreprises qui exploitent la bauxite de Guinée avaient signé des conventions de construire des raffineries. Mais à date, certaines de ces compagnies n'ont même pas produit ce ne reste qu'une étude de faisabilité. Et la mise en place des raffineries va générer des coûts extrêmement importants, surtout énergétiques. Pour ce minier, c'est faisable, mais à condition que certaines contraintes en matière énergétique soient réglées. Il y a certaines entreprises qui avaient prévu d'utiliser le charbon. C'est une substance hautement polluante, aujourd'hui déconseillée par tous les spécialistes de l'environnement, déconseillés même par l'ONU. Et la Guinée a des engagements pris à Paris. Et d'ailleurs, beaucoup de banques et de fonds d'investissement ne financent pas un projet qui utilise le charbon parce que c'est considéré comme étant une action irresponsable. Il va falloir alors changer le schéma de financement des entreprises. Donc ceci peut avoir des conséquences au niveau des entreprises en termes de mobilisation, de capacité de mobilisation de fonds à destination de la Guinée, un pays considéré comme étant un pays instable politiquement et institutionnellement fragile. La promesse de construction d'une raffinerie d'alumine a toujours été utilisée par la totalité des entreprises minières comme argument de négociation pour obtenir leur permis d'exploitation. Aujourd'hui, 60 ans après, une seule raffinerie existe en Guinée, rue Salfrigia, du géant d'alumine Russki Alumini. Les sociétés qui exploitent la bauxite en Guinée ont jusqu'au 31 mai 2022 pour présenter un chronogramme de création de raffinerie. Un tour à présent sur les routes de Lomé, la capitale togolaise, pour rencontrer Raouf Malazoué, un jeune qui fait la fierté des Togolais. Il a réussi à fabriquer une voiture 4x4 avec des matériaux recyclés. Ce véhicule, baptisé RAF Inks, attire les curiosités de la population qui tombe d'admiration juste en la voyant dans la circulation. Nicolas Louya pour plus de détails. Dans ses virées à bord de son 4x4 dans les rues de Tokunforeva à Lomé, Raouf Malazoué n'échappe jamais au regard des passants. Les plus curieux n'hésitent pas à s'amasser autour du véhicule entièrement fabriqué à partir de matériaux récupérés, tant ils sont séduits par le génie du jeune constructeur. C'est quelque chose qui est extraordinaire pour le Togo, que de voir un jeune génie togolais qui
qui essaie de valoriser sa valeur, le drapeau togolais. Donc vraiment, ça nous a plu vraiment, on découvre ça, que c'est un jeune Togolais qui s'est donné, qui s'est développé ses idées à créer cette voiture, cette jolie voiture. Je suis vraiment surpris de voir que c'est un compatriote togolais qui a fabriqué ce véhicule. C'est une première et c'est à féliciter. C'est la première fois ça. C'est quand on a mis le Togo, nous fort. Je prierai les autorités togolaises d'aider ce garçon afin d'inscrire aussi le nom du Togo dans l'histoire du monde. Ce serait bénéfique pour tous et ça permettrait à d'autres de pouvoir évoluer dans ce domaine. Évoluer dans ce domaine, c'est aussi le vœu de Raouf. À seulement 24 ans, il s'est auto-formé grâce à Internet. Mais depuis son jeune âge, il s'amusait déjà à concevoir des modèles de voitures et d'hélicoptères à partir de boîtes de conserve. Un jeu d'enfance qui se transforme aujourd'hui en passion. Sans financement, Raouf a dû placer toute son économie dans la construction de la voiture de ses rêves. C'est un style buggy, ce sont les modèles qui me plaisent beaucoup. Donc comme je ne pouvais pas payer ça en neuf, c'est pourquoi j'ai essayé de reproduire. Et je me suis lancé, j'ai tout mis en place. J'ai dépensé dans les 3 800 000 pour le total. Pour l'instant, le jeune autodidacte n'a reçu aucune offre concrète, mais il espère avoir le soutien de l'État togolais pour une production à grande échelle de l'automobile Made in Togo. Mes ambitions, c'est d'avoir une chaîne de production pour produire différents modèles. Ce n'est pas uniquement les voitures, il y aura des motos, tricycles, tout ça. Mais pour le moment, il est question des moyens. Si il y a un financement, par exemple, le Togo va commencer à produire ses propres véhicules. Là, on n'aura pas besoin d'aller dans un pays, payer, venir, vous voyez. Baptisée RAF X, la voiture est inspirée des modèles Boogies, entendez véhicule tout-terrain, et peut rouler jusqu'à 120 km/h. Elle fonctionne avec de l'essence, mais Raouf Malazoué s'emploie à l'adapter à l'énergie solaire. Au Cameroun, la prolifération des mototaxis est devenue une équation difficile à résoudre pour les communes. Désordre urbain, incivisme et vandalisme sont autant de mots imputés aux acteurs de cette activité. À Douala, les autorités parlent d'une véritable arme de guerre et tentent de réguler cette activité. Mathieu Wamba et Pierre Parfendongo. Les deux principales capitales politiques et économiques du Cameroun n'échappent pas au phénomène des mototaxis. Dans les artères embouteillées de la ville de Yaoundé, ces deux roues se disputent le passage avec les taxis jaunes. Slalom entre les véhicules, facilité de ramassage, une situation qui ne plaît pas aux véhicules jaunes. Oui, les motomans nous dérangent par rapport à qu'ils doublent à gauche, ils doublent à droite et ils font du n'importe quoi sur la route. C'est pour cela qu'on les déteste un peu. Normalement, ils doivent avoir... Là où ils doivent travailler leur secteur. Parce que là où il y a... Nous, on ne parvient même plus à travailler. Là où il y a les arrêts taxis, et ils viennent faire la concurrence. Et c'est comme ça qu'ils nous froissent les voitures. Bon, vraiment, on ne sait pas comment se comporter avec eux. Pour les mototaximens, l'on se défend, non sans accuser à leur tour l'État. Il n'y a même pas les impôts dehors, mais la mairie nous menace partout. On ne peut pas aller à Petit Marché ou déjà... à Olezoa, Carrefour Van, on nous dit que c'est les zones rouges. Ce petit métier né pendant la décennie 90 dans la ville de Douala principalement, au départ, et qui était destiné aux économiquement faibles, s'est enfin transformé en un véritable casse-tête pour les autorités et même les populations. Les gens veulent bien être en groupe et avoir le gilet. Mais le seul problème, c'est que lorsqu'on est dans le syndicat, ça ne nous donne pas la possibilité de circuler partout. Vous portez le gilet, vous restez seulement dans votre zone. Alors que si vous avez le gilet et que vous pouvez aller dans d'autres arrondissements et vous sentir à l'aise, ça ferait l'objet de l'unanimité pour tout le monde. Le secteur est devenu incontrôlable dans certaines capitales africaines. Au Kenya, au Burundi, les engins à deux roues et tuk-tuk ont été interdits d'activité, avec des conséquences sociales et économiques importantes. Si au Cameroun la tolérance administrative est de mise, l'on assiste à des bras de fer entre l'État et les conducteurs de ces mototaxis. Ici à Douala, il y a quelques semaines, beaucoup se sont rebellés face à la campagne d'identification engagée par les autorités de la commune du littoral. Nous, on ne veut plus s'adhérer derrière les syndicats. On veut faire tout. C'est trop. Ça, c'était une forme d'escroquerie à ciel ouvert.
Pour un meilleur contrôle du secteur, l'adhésion au syndicat est un préalable non négociable. Une formalité qui permettra de contenir les multiples dérapages dont sont accusés les mototaximètres. Désordre urbain, incivisme et insécurité sont quotidiennement décriés par les populations. Loin d'aboutir à une solution radicale, c'est-à-dire le bannissement de cette activité, comme l'avait fait à son temps le gouverneur de la ville de Lagos, et à Douala et dans le reste du Cameroun, l'on tempère et appelle à la négociation. Car le secteur est une manne financière de plusieurs milliards de francs CFA pour les recettes des communes et sur laquelle beaucoup ne peuvent s'en passer. Je vous propose d'aller à la découverte du rotin, j'allais dire, et du bambou, deux matières locales utilisées dans la fabrication des meubles et salons. L'activité draine de plus en plus de monde à Yaoundé, la capitale camerounaise. Pourquoi une telle attraction et quel apport pour le développement du pays? Élément de réponse avec Gaël Djakam, Cyril Nguidjoy. Quartier Vombi, dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé, le business autour du bambou et du rotin bat son plein. Difficile de faire un pas sans apercevoir des salons et meubles faits à base de rotin et bambou, produits locaux très prisés par les populations de par leur originalité. C'est meilleur que le bois, c'est meilleur que les cuirs qu'on importe à l'Occident. Bon, avec le rotin à la maison, c'est facile pour le déplacement et c'est pas encombrant. C'est aussi léger. Je préfère les matières de chez nous que les matières qui viennent d'ailleurs. Valoriser d'abord la culture camerounaise avant la culture d'ailleurs. J'ai trouvé ça naturel et ça me plaît. À la maison même ça décore. Si vous arrivez même chez moi, mes meubles sont toujours en rotin. Ça me revient moins cher à moi puisque j'aime d'abord. Une activité florissante à laquelle ça donne à cœur joie. Bienvenue Essomba qui en a fait son métier depuis une dizaine d'années. Séduit dès son bas âge par cette richesse locale, il s'est forgé auprès de son père qui lui a légué son héritage. Avant, je travaillais avec mon faux père qui est mort. Mais ça fait plus de 7 ans que moi-même je gère mon entreprise. Moi, je faisais ça même quand je partais à l'école. Un héritage qu'il préserve avec beaucoup d'amour et de passion, même s'il avoue ne pas être sans difficulté. On a juste les difficultés pour avoir le matériel, puisque nous achetons le matériel sur place ici. On a un dépôt, donc nous avons les coupeurs. Les gens qui coupent en blouse, ils viennent nous vendre sur place ici. Des problèmes auxquels font face bon nombre d'artisans qu'entend résoudre l'État du Cameroun à travers le tout premier congrès africain sur le bambou et le rotin ouvert au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous venons non seulement de créer un centre de formation et de transformation du bambou, mais également ce centre de formation vient d'être équipé par des machines de pointe. L'utilisation de ces deux matières premières, plus qu'une nécessité, s'avère être une urgence dans la préservation de l'environnement et la protection écologique des populations. On s'est tellement concentré pendant les 100 dernières années à couper les arbres. Et on se rend compte qu'à côté de l'arbre qui prend 180 ans pour maturer, on a un bambou qui prend 5 ans et permet de fournir un matériau qui peut substituer le bois. Selon les chiffres publiés par l'Organisation internationale pour le bambou et le rotin, INBAR, les exportations des produits faits à base de rotin et bambou sont estimées au Cameroun à hauteur de 635 419 $ par an. Des revenus qui pourraient être revus à la hausse si cette activité prenait véritablement son envol au Cameroun, ce qui permettrait sans doute de générer des emplois, de réduire la pauvreté et de faire du rotin et du bambou le moteur d'une économie verte, résiliente et durable. C'est la fin de cette édition, mais avant de se quitter, avant de terminer cette édition, l'équipe de réalisation présente toutes ses félicitations à Masseline Mitamak, responsable de l'antenne Télé Sud au Cameroun. Elle a été officiellement installée dans ses fonctions à la faveur d'une cérémonie qui s'est tenue au siège du groupe Vision 4 à Yaoundé. Avant ce poste, Marceline Mitamak était chef service des sports de Vision 4. Nous lui souhaitons plein succès dans ces nouvelles fonctions pour le rayonnement de votre chaîne. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et à la prochaine.